Bien, on m'a demandé de pouvoir parler un peu de l'apport des projets européens sur la région du Maghreb. Et je peux en parler selon ma modeste expérience, en qualité déjà de quelqu'un impliqué dans quelques projets et en qualité à un certain moment de président de l'Université de Monastir. Alors, je vais tout d'abord présenter présentation des objectifs généraux en termes de projets européens, puisque l'apport va être déjà dit dans un certain nombre d'objectifs ciblés par ces projets. Donc, présentation des objectifs généraux et des apports de la partie du programme Erasmus+, qui cible des pays partenaires, consigné dans le guide du programme. Alors, je me suis limité à Erasmus+, compte tenu du temps, parce que c'est un quart d'heure. Et Erasmus+, intègre les projets qui étaient avant, donc, etc., sachant qu'il y a le projet H2020 et d'autres. Ensuite, rapidement, parler un peu de l'expérience de l'Université de Monastir et de ses composantes, en focalisant sur le projet à caractère maghrébin. Et enfin, finir par parler un peu d'opportunités et défis des universités maghrébines à travers leur implication dans les projets européens. Alors donc, je me limite à Erasmus+, et particulièrement à l'action clé 2, renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, l'objectif général relatif donc, à cette action pour les pays partenaires, c'est le développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'action clé, renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc en fait, un projet, ça consiste en un consortium. Ce consortium va avoir un budget et ce consortium doit donner un certain nombre de livrables, donc et atteindre un certain nombre d'objectifs à travers la production de résultats. Je m'intéresse maintenant à l'aspect maghrébin, donc la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, et d'une manière générale, succinctement, les bénéficiaires vont être les institutions, le staff académique, administratif et les étudiants. Et donc ça a aussi directement un effet sur le pays et sur la région du Maghreb. Quelles sont les actions soutenues ciblant la coopération avec les pays partenaires dans la dimension internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur? Alors, j'ai focalisé sur un certain nombre de mots-clés qui sont rouges. Donc c'est ce qui est marqué dans les projets. La mobilité ou reconnaissance internationale des crédits, des particuliers et des masters communs, Erasmus Mundus. Les projets visant à renforcer les capacités de l'enseignement supérieur pour encourager la coopération et les partenariats qui ont des répercussions sur la modernisation et l'internationalisation des établissements et systèmes de l'enseignement supérieur, etc. Et donc les points qui sont en rouge, c'est sur lesquels je vais revenir un peu à la suite. Et le soutien au dialogue politique par l'intermédiaire du réseau d'experts, etc. Les activités jalonnées relatives à ce qui est marqué. Alors, les apports et objectifs ciblés donc, de ces, en résumé sur l'action 2. Première chose, il y a deux types de projets, qui sont les projets conjoints et les projets structurés. Donc pour les projets conjoints, les objectifs, c'est l'élaboration de programmes d'études, la modernisation de la gouvernance, de la gestion et du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, le renforcement des relations entre les établissements d'enseignement supérieur et l'environnement économique et social. Les projets structurés ciblent plus le système, modernisation des politiques, de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'enseignement supérieur. Le renforcement des relations entre les systèmes d'enseignement supérieur et l'environnement économique et social au sens large. Donc vous voyez, quand j'ai cité ceci, ça veut dire que les établissements maghrébins, ce qu'ils vont avoir comme possibilité, c'est de pouvoir assurer tout ça.
et donc améliorer un peu leur capacité. Alors, un petit mot sur l'expérience de l'Université de Monastir concernant les projets européens. Alors, tout d'abord, elle n'a pas été... donc, vous voyez, vous avez un petit graphique ici qui vous donne l'évolution des projets. En fait, jusqu'à maintenant, nous avons eu donc 29 projets, 17 du type Kay Action One, donc plutôt mobilité, etc., et à peu près 12 en termes de capacité building. Ces projets ont permis d'avoir un réseau de 185 partenaires, hein, donc à l'échelle européenne et maghrébine. 96 en Europe, 61 au Maghreb et sud-méditerranéen, et vous voyez que le plus gros lot en termes de maghrébins et sud-méditerranéens, c'est concernant la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et 28 en Afrique et Moyen-Orient. Alors, jusqu'à 2011, dans cette période, le premier projet qu'il y a eu à l'Université de Monastir, c'était 2 projets. Et il n'y avait pas un intérêt particulièrement à ces projets. J'ai pris la présidence pendant la période de la 1. Et j'étais vraiment persuadé de l'intérêt de pouvoir s'impliquer davantage dans ces projets. Et donc, vous voyez un peu l'évolution en termes de nombre, de là jusqu'à là. À partir de ceci, vous voyez qu'il y a une continuation, une conviction de la part du président de l'université actuelle pour le renforcement, l'utilisation de ce moyen afin d'améliorer les performances de l'université de Monastir. Alors pour la remarque, il faut dire que le nouveau président était mon vice-président chargé de la coopération internationale, etc. Donc il a suivi un peu ces projets. Donc il y a une continuité sur cet aspect. Alors les bénéficiaires de cet apport sont de type les organisations et les personnels. Donc les organisations, c'est les établissements d'enseignement supérieur. Il y a d'autres, ça peut être des industries, etc., qui sont impliquées dans les projets. Alors j'ai cité quelques aspects qui me paraissent importants, mais ce ne sont sûrement pas les seuls. Première chose, il y a un budget qui arrive. Et donc ça c'est important. Deuxième chose, il y a un réseautage. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, la possibilité de pouvoir avoir des partenariats et des coopérations. Et plus on a de partenaires, plus on a de coopération, mieux on s'améliore. Il y a aussi l'ouverture à l'international, donc en termes de visibilité. La découverte de bonnes pratiques, la découverte et l'échange de bonnes pratiques. En ce qui concerne les personnes, donc le staff académique, administratif, technique de l'établissement, ainsi que les étudiants. Donc, un des points importants, c'est la mobilité. La mobilité de tous ceux-là. Et on sait qu'indépendamment de l'aspect scientifique, etc., le fait d'avoir des expériences internationales, ça renforce la personnalité, ça ouvre les horizons, ça permet de découvrir d'autres choses et donc de s'améliorer. Et donc ça permet d'avoir un développement personnel, un réseautage aussi entre les personnes, interaction avec les pairs, pour pouvoir faire des projets autres communs, l'ouverture à l'international, la formation, il y a eu beaucoup de formations, et la découverte de bonnes pratiques. Donc tout ça, pour un établissement donné, et avec son staff, ça a un effet direct sur les pays concernés et sur la région. Alors, je vais présenter un peu quelques défis, quelques opportunités qui me semblent importantes pour les universités. Le premier, c'est l'internationalisation de l'université. Je crois qu'on est d'accord sur cet aspect.
c'est un point focal, un point important. Les marchés maintenant ciblés par les universités, ce n'est pas uniquement le local, mais d'une manière générale internationale. Ne serait-ce que pour dire déjà en Tunisie. Il y a énormément en Tunisie, c'est permis maintenant, il y a un texte qui permet d'avoir des universités privées. Donc nous sommes contactés assez souvent par des grandes universités européennes pour pouvoir s'installer en Tunisie. Il y en a même qui le disent clairement, ils ciblent le marché africain. Alors que nous sommes prioritaires pour ce marché-là, donc à mon avis, il faudrait qu'on y réfléchisse aussi. Alors la visibilité internationale, parce que si on veut aller dans l'internationalisation, il faut y aller le plus rapidement possible, en fonction de ses moyens, c'est l'aspect classement. Donc l'aspect classement est important, qu'on le veuille ou non. Si vous ciblez l'international, ça veut dire que vous voulez offrir des formations à l'international pour pouvoir avoir des ressources propres. Donc il faut que vous soyez bien classé pour qu'on vienne vous voir, apprendre chez vous. Les défis aussi, c'est la qualité du service offert. La même chose. On ne viendra pas venir à une université si son offre de formation, d'une manière générale, sur ses services de formation et à la société aussi ne sont pas de bonne qualité. Tout ceci nécessite des moyens financiers. Donc un défi, c'est de pouvoir trouver ce budget, ces moyens financiers nécessaires pour faire tout ça. Et donc tout ceci nécessite le renforcement des capacités pour cibler l'excellence. Alors, les opportunités. Donc une des opportunités, c'est les projets européens, tout confondu. Et pour en profiter au maximum, donc vous le savez, nous en discuter, pour en profiter au maximum, c'est d'avoir un staff formé sur le montage et le suivi des projets, les cellules des projets internationaux. Plus on y investit, plus on récolte. Quand il y a des services très performants, donc ça veut dire qu'ils peuvent, puisque maintenant, par exemple, en Tunisie, elle peut être coordinatrice d'un projet H2020. Et bien sûr, tous les établissements maghrébins peuvent être coordinateurs des projets Erasmus+. Donc pour pouvoir ça, il faut qu'il y ait une logistique. Et plus on investit sur cette logistique, plus ça rapporte. Et le renforcement de la coopération et de la coordination entre les universités maghrébines. À mon avis, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir cibler un espace universitaire maghrébin. Nous avons un certain nombre de spécificités communes et aller sur le marché international en groupe, malgré qu'il puisse y avoir un certain nombre de spécialisations et d'intérêts pour chacune des universités, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites en groupe pour pouvoir être plus performants. Et le dernier mot, l'ouverture sur l'Afrique. Tout le monde les cible. On peut commencer, je pense que vous savez peut-être qu'il y a un projet européen qui est intra-africain, qui permet de financer les mobilités d'enseignants, d'étudiants et de formations communes dans l'espace purement africain. J'ai vu, il y a eu un premier appel, et je vous ai donné un peu quels sont les projets qui ont été acceptés. Et on voit qu'il y a uniquement le Maroc qui en a profité, et donc ni la Tunisie, ni l'Algérie n'ont participé à cela. Je voudrais, sur cette notion de collaboration, je vais finir juste par un exemple. Dans un projet Erasmus+, nous avons pu mettre un master professionnel entre 6 universités, 2 marocaines, 2 maghrébines algériennes et 2 tunisiens. Le cursus pendant les 2 premiers semestres sont les mêmes cursus qui sont enseignés dans les 4 universités, les 6 universités. Par contre, le cursus dans les 2 premiers semestres
Par contre, le troisième semestre, il y a une partie commune et une partie spécialisation. Et cette partie spécialisation a été mise uniquement dans une seule université. L'objectif étant de pouvoir développer la mobilité des étudiants en particulier, et puis la mobilité d'enseignants. Ce master tourne actuellement, mais malheureusement, on n'a pas réussi à pouvoir faire de la mobilité d'étudiants par manque de financement. Il me semble, Monsieur le Président de l'Université peut-être me le confirme, qu'il y a déjà des accords entre les pays, en Tunisie, Algérie, Tunisie, Maroc, pour pouvoir avoir des financements relatifs à la mobilité. Ils ne sont pas encore opérationnels, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est dans ce sens. À mon avis, il faut absolument l'encourager. Mon dernier mot. Les universités permettent de trouver des financements, des accords, mettre des conventions, etc. Mais les acteurs principaux après, ce sont les académiciens. Et ces académiciens sont supportés par l'aspect administratif. Et donc, c'est aux académiciens de bouger. Merci.